vais me présenter Jean-Philippe Mourcia. Je suis responsable d'une agence qui fait de la protection foudre, donc la société Duval-Messien, donc sur Velo, dans les Bouches-du-Rhône. On a notre siège qui est sur Paris. Et je m'occupe plus particulièrement de la partie production, mais aussi un petit peu de la partie études, donc en fonction des besoins. J'ai environ 25 années d'expérience dans le domaine de la foudre. Donc là, je vais vous partager, commencer à partager l'écran. Si je retrouve. Non, c'était dans plus. Tac. Alors, tout à l'heure, je pouvais partager l'écran. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire une présentation, bon, j'allais dire assez rapide, non, parce qu'elle va être assez longue, cette présentation, mais malgré tout, je vais essayer d'aborder tous les domaines qui concernent justement la foudre, qui est dans le domaine de la protection foudre, qui fait de l'installation, qui fait des études, ou des analyses de risque foudre. Doit être en France certifié Qualifoudre, et ça a été mis en place par l'INRIS il y a quelques années, justement parce que voyant que beaucoup s'installaient pour vendre des paratonnerres ou faire des protections foudre, ils se sont aperçus qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine un professionnalisme qui se mette en place. Des grosses boîtes, des entreprises qui ont de l'expérience comme nous, il n'y avait pas trop de soucis, mais par contre, beaucoup de petits électriciens commençaient à faire de la protection foudre. C'est quand même assez particulier, c'est un métier spécial. On va voir pour la suite pourquoi, vous allez voir un petit peu les éléments qui font que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi dans le domaine de la foudre. Donc, il y a des exigences, il faut se conformer à ces exigences, il faut se conformer à un référentiel et à des audits une fois par an, un audit Qualifoudre pour vérifier que tout simplement on continue à travailler dans les règles de l'art et en respectant les normes en vigueur. Le domaine d'application donc, dans lequel intervient le Qualifoudre, c'est aussi bien la fabrication, les analyses les ARF, les études techniques, l'installation et les vérifications. Donc, on voit que c'est l'ensemble du métier de la foudre. Et pour essayer de justement pas mettre tout le monde au même niveau, comprendre qu'un opérateur, on ne va pas lui demander de connaître les normes par cœur. Un monteur, on ne va pas lui demander de connaître les normes par cœur. Et de la même manière, on ne va pas lui demander de savoir faire une analyse de risque foudre. Donc, ils ont divisé en 4 niveaux la partie Qualifoudre, à savoir une partie donc pour les installateurs, donc tout ce qui est avec un niveau 1 qui permet à n'importe quel ouvrier de pouvoir intervenir à son chantier. Donc tous nos salariés, tous nos installateurs sont minimum niveau 1. Le niveau 2, donc là, c'est pour ceux, par exemple, un chef de chantier qui a de bonnes compétences peut très bien passer, être niveau 2 et pouvoir faire des vérifications donc, sur des sites. Et on va avoir après un niveau 3, un niveau 4 en fonction. Niveau 3, ça va être le référent technique et niveau 4, c'est pour des formateurs ou pour des experts. Le déroulement donc dans le cadre du Qualifoudre, voilà comment ça se passe. On fait d'abord une analyse de risque foudre qui va déterminer le niveau de protection. À partir de là, on va faire une étude technique qui, elle, va déterminer le type de protection et pour réaliser le CCTP, si nécessaire. Derrière, il va y avoir un devis de fait et les travaux qui seront exécutés. Une fois que les travaux sont faits, après, il y a une vérification initiale qui doit être faite tous les 6 mois après l'installation, maximum 6 mois après l'installation, et après une vérification périodique. Dans l'ARF, alors l'ARF, je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus.
c'est vraiment définir le besoin de protection contre la foudre par rapport à plusieurs critères. Le premier critère, ça va être déjà prendre en compte le niveau de la densité de foudroiement du site. À savoir que cette densité-là, elle varie en fonction des régions en France et dans le monde. Parmi les régions les plus fraudées, vers l'Aquitaine, la partie Bordeaux, on va en avoir dans le sud de la France aussi. Donc, il y a plusieurs endroits où, en France, le niveau est très élevé. Donc, on prend ça en premier. Ensuite, on va avoir, bien sûr, le niveau de risque en fonction de risques de perte humaine, de services publics, de perte d'héritage, de perte de valeur économique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, là-dedans, il y a des calculs à faire. En fait, ces calculs-là, bon, vous voyez, il y a l'impact sur des structures, l'impact sur la proximité en fonction, source des dommages. Vous allez avoir les composants. Ce qui est important à retenir dans une ARF, lorsqu'on fait ce que c'est qu'une ARF, c'est de se dire que tous les sites sont différents et que tous les risques sont différents. On ne va pas demander à un musée de se protéger comme un site pétrochimique. Ils ne vont pas avoir du tout les mêmes risques. Dans un musée, le risque, c'est le risque de perte humaine ou le risque de perte culturelle essentiellement. Alors que dans une industrie chimique, pétrochimique, il faut bien comprendre, c'est bon, les vies humaines, c'est sûr, c'est certain, puisque souvent sur des sites dont la densité de travailleurs est importante, mais c'est surtout le risque d'explosion qui peut faire d'énormes dégâts aux alentours. Hein. Bon, on a vu avec les AZF qui n'a rien à voir avec la foudre, mais ce que ça peut donner une usine qui explose. Et après, bien sûr, il y a la valeur économique qui peut être importante. Donc, tous ces sites-là qui sont des sites souvent qui sont classés, qui doivent demander une autorisation en préfecture, doivent obligatoirement se protéger de la foudre et des effets, des dommages que peut avoir la foudre sur le site. Donc là, vous voyez l'arbre, j'allais dire, qui permet d'identifier les éléments, donc structure à protéger, type de perte liée, identifier ce qui est tolérable, le risque, c'est-à-dire qu'on détermine un niveau de risque en fonction, par exemple, des sites où il y a peut-être il y a 2 personnes et d'autres sites où il y a 100 personnes, on ne va pas utiliser le même facteur de calcul. Pour évaluer ces risques-là, on utilise un logiciel qui s'appelle Jupiter. C'est un logiciel qui est édité par l'UTE. Alors, anciennement UTE, parce que maintenant, je crois que c'est repris par l'AFNOR. Et en fait, qui permet justement de rentrer toutes les informations dans le logiciel pour déterminer après le niveau de risque et ce qu'il va falloir protéger en fonction des sites. Alors, il faut bien se dire qu'un site, ça peut être très grand, il peut être souvent divisé par tout simplement pour éviter, pour pouvoir être plus précis dans la protection de foudre. On va le faire par bâtiment, sachant que chaque bâtiment n'aura pas le même besoin de protection. Un bâtiment administratif n'a pas les mêmes besoins de protection qu'un bâtiment, qu'un poste électrique, par exemple. L'étude technique, c'est tout simplement la mise en fait, c'est l'étude des besoins nécessaires pour justement respecter cette analyse de risque foudre. Donc, c'est elle qui va nous permettre de définir les éléments de protection, aussi bien les éléments de protection directs que les éléments de protection indirects. Donc, en fonction de la probabilité d'un coup de foudre dans l'espace de protection, dans l'espace à protéger. On va déterminer le choix de la protection de la mise en œuvre donc, en fonction de résultats de l'ARF. Et donc, comme vous voyez, effet direct, effet indirect. Donc, effet direct, vous allez avoir l'utilisation des structures du bâtiment, si c'est un bâtiment métallique avec des épaisseurs suffisantes. Ça peut être des protections par paratonnerre, ou donc point de simple, cage, fil tendu ou PDA.
L'ensemble, on parle de paratonnerre. Pourquoi un paratonnerre? Bon, là aussi, on est sur un mauvais usage de la langue, puisque le paratonnerre, tonnerre, c'est ce qu'on entend, alors qu'en fait, c'est la foudre. Et quand on parle de parafoudre, le parafoudre, lui, c'est ce qu'on va mettre dans le tableau électrique. Donc, ça, on va le voir, mais c'est important de bien penser à ça. Dans pas mal de cas, des clients appellent en demandant j'ai besoin de parafoudre. En fait, ce qu'ils veulent, c'est un paratonnerre sur le bâtiment. Donc, il faut bien analyser les besoins. Et les réseaux d'équipementiels. Donc, ça, important, notamment pour la partie CEM, qui est à prendre en compte aussi. Les effets indirects parafoudre, donc les parafoudres, donc coordonnent ou pas. Alors, quand ils coordonnent ou pas, on peut avoir besoin que d'un seul parafoudre de type 1, mais dans certains cas, on va être obligé de mettre plusieurs parafoudres dans plusieurs endroits différents. Et donc là, il faudra s'assurer que les caractéristiques des parafoudres sont compatibles entre eux. Le effet indirect plan de masse, mise à terre et des écrans et blindage, donc CEM. Important, puisque dans les, les conséquences de la foudre, vous allez avoir des champs rayonnés avec risque justement qu'on a vu de surtension dans des réseaux électriques et autres. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien d'écran et de blindage. Et prévention. Donc, alors, la prévention, ça, c'est quelque chose qui est mis en œuvre alors à partir du moment où on fait une ARF, derrière il y a l'outil technique, donc l'installation, etc. On va avoir dans la prévention la partie vérification, c'est-à-dire que régulièrement contrôler l'installation, donc c'est la vérification, la maintenance, ça rentre dans le cadre de la prévention. Mais pas que. On va avoir aussi du matériel qui va permettre d'avertir en cas d'orage. Donc, avec des procédures pour limiter les risques. Par exemple, alerter pour si dans un musée, vous avez, ou pas un musée, comme au Palais de Chaillot, par exemple, on en a un là-bas, le Palais de Chaillot, il y a des terrasses, ils font souvent des soirées. Donc, ils ont un détecteur d'orage qui va permettre de les alerter quand il y a un risque important pour pouvoir faire rentrer les invités dans le bâtiment et pas les laisser sur la terrasse. Mais pas que, ça peut être ça, ou ça peut être pour, par exemple, des dépôts de carburant où ils doivent arrêter le chargement des carburants dès qu'il y a un risque d'orage. Donc, il faut pouvoir alerter pour mettre en sécurité. Détermination et implantation d'une protection. Donc là, on va rechercher par rapport au bâtiment, donc tout ce qui est installation, donc les points les plus hauts pour pouvoir installer le matériel. Et ensuite, déterminer, savoir ce qui est le mieux, le plus approprié. Est-ce que des points simples peuvent suffire, des cages maillées, des PDA? Donc tout ça, il va falloir regarder, sachant qu'on est toujours sur un modèle, on essaye de trouver le modèle économique le plus intéressant, celui qui va protéger le mieux et qui sera le moins cher. Aucun intérêt de faire une cage maillée, par exemple, sur une église. Ça apportera rien du tout. Par contre, une église, on sait qu'on va mettre peut-être un paratonnerre quand l'architecte est d'accord, parce que c'est pas toujours esthétique pour une église. Donc des fois, il préférera des pointes, mais à ce moment-là, il faudra en mettre plusieurs. Donc ça fait plus de travail, c'est un coût. Donc ça, c'est un travail qui est fait entre le chargé d'affaires et l'architecte ou en tout cas le client qui va déterminer ce qu'il est prêt, ce qu'il préfère, est-ce qu'il préfère, j'allais dire, la partie économique, favoriser la partie économique ou plutôt. Donc c'est important pour vous comprendre qu'on peut très bien faire une protection foudre d'une église avec une cage maillée, mais ça n'a pas d'intérêt et ça coûterait très cher. Par contre, pour des bâtiments comme des data centers, vous comprendrez bien qu'une cage maillée va être appropriée. Alors, on pourra mélanger, mettre des PDA à certains endroits pour pouvoir avoir des impacts, des rayons de protection plus importants, mais malgré tout, la cage maillée va venir vraiment protéger du rayonnement électromagnétique. Donc, il va falloir valider suivant les normes, bien sûr, le type de descente, valider aussi les prises de terre. Donc là aussi, c'est une chose importante, c'est la prise de terre qui va pouvoir évacuer. Donc, système de ce qu'on appelle les SPF, donc système de protection contre la foudre.
Donc là-dedans, vous avez les IEPF, donc l'installation extérieure, et les IPF, c'est les installations intérieures de protection foudre. Donc pour le matériel extérieur, de protection extérieure, vous allez avoir donc ce qu'on a vu, les pointes simples, les fils tendus, vous allez avoir les cages maillées, les paratonnerres à dispositif d'amorçage. Donc, vous voyez que là-dedans, vous avez une multitude de possibilités de protection en fonction, il y a des avantages, des inconvénients pour les uns et pour les autres. Un petit rappel, c'est bon, vous retrouverez ça dans les normes, le rappel de la science fictive. En fait, c'est pour déterminer justement le lieu probable d'impact et en fonction, on va voir ce qu'on peut mettre comme protection. Des fois, on a besoin de faire du fil tendu, ça peut suffire, ou dans d'autres cas, on va voir que finalement un partenaire est suffisant aussi. Donc tout ça, vous le retrouvez dans les normes avec les zones de protection. Donc là, pour une pointe simple. Alors pour le point simple, on parle d'un angle de protection. Donc l'angle de protection qui est quand même assez réduit par rapport à un PDA, où là, vous allez avoir un rayon de protection qui va, donc le partenaire va protéger une surface plus ou moins importante, avec un rayon en pouvant aller jusqu'à 120 mètres maximum, sachant qu'on a limité dans la profession ce rayon-là, pour éviter que, parce qu'à partir du moment où on a un partenaire qui est très efficace et qui va faire 120 microsecondes d'avance à l'amorçage par rapport à une pointe, si on rentre 120 microsecondes dans le calcul, on va se retrouver avec des valeurs de rayon de protection très élevées. Or, c'est aberrant parce qu'on sait très bien que plus le rayon de protection est grand et plus le risque d'amorçage est important. Et donc, c'est ce qui définit d'ailleurs, en fonction du niveau de protection du bâtiment, le rayon va diminuer, tout simplement. Le circuit de liaison latère, alors ça c'est important aussi, donc le nombre de conducteurs, donc il faut s'assurer que le conducteur aille à la terre le plus à droit possible, qu'il y ait le moins de croisements, avec des câbles, qu'il y ait le moins d'angles pour les installations. Voilà, donc là vous avez quelques exemples. Les fixations, donc là aussi pareil, c'est normalisé. Il y a un nombre de fixations au mètre à respecter en fonction de l'implantation. Les liaisons équipotentielles, là aussi, ces liaisons, les normes définissent un calcul pour pouvoir déterminer la distance de séparation. Et donc, il faut le faire sur tout le bâtiment pour s'assurer que tout ce qui est mécanique qui nécessite d'être interconnecté le soit. Voilà. Donc, on va avoir un système de mise en œuvre. Hop. Le conducteur de descente, installation isolée, donc non isolée, donc en fonction de ce qu'on veut comme protection. Donc, j'essaie de passer rapidement parce que ça c'est vraiment dans les normes. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ce qui est prise de terre, alors ça, c'est quelque chose qui est très élevé, très important. La prise de terre, parce que donc en fonction du type d'installation, on va de ou plus, mais c'est surtout la valeur. La valeur qu'il faut retenir pour la protection foudre, en général, c'est moins de 10 ohms. Quelques exemples de prise de terre réalisées. Alors, les systèmes de protection foudre, donc interne, c'est essentiellement, ce sont les parafoudres qui vont venir protéger l'ensemble du circuit, aussi bien au niveau des alimentations qu'au niveau des données, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est informatique. Donc, on va avoir différents types de parafoudres en fonction du besoin, avec différentes valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix d'un parafoudre se fait en fonction du régime de neutre, très important. Bien se renseigner sur le régime de neutre pour pouvoir déterminer le parafoudre. Et quelques exemples de mise en œuvre. 3. Type 1, c'est ce qu'on met dans le TGBT. Type 2, c'est ce qu'on va mettre sur des équipements qui sont à proximité, qui nécessitent d'avoir une protection et elle peut coûter très cher, donc on va, ou tout simplement parce que c'est un peu plus éloigné, je pense que c'est une distance de plus de
10 mètres, il me semble. Donc, on va passer sur le type 2. Et puis ensuite, le type 3, c'est pour des petits appareils style ordinateur. On va pouvoir brancher une rallonge parafoot, par exemple. C'est du type 3, considéré comme du type 3. Vous avez aussi des c'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout ce qui est à moins de 10 mètres. Après, tout ce qui est au-delà de 10 mètres, il faudra le protéger quand même. Donc voilà, le type de parafoudre avec des tensions d'utilisation. Les coaxiaux, alors oui, ça aussi, parce que bien sûr, les parafoudres, ça existe aussi pour les câbles coaxiaux. Important, le choix, en fonction de la fréquence d'utilisation, notamment quand c'est sur des antennes, le type de connectique, pour pouvoir protéger correctement le matériel sans venir perturber les signaux. La CEM, donc la CEM, c'est une partie importante dans le domaine de la protection foudre. Alors, c'est pas toujours demandé parce que suivant ce qu'on a à faire, on va rien faire là-dessus. Mais par contre, la première chose qui rentre dans la protection foudre, dans le domaine de l'assainissement, je veux dire, pour être sûr déjà de ne pas avoir de décharge électrostatique un peu partout, il faut de charge électrique, pardon, il faut absolument interconnecter toutes les masses métalliques à une certaine distance déjà, et notamment les appareils et tout ce qui est entrant. Alors quand on va avoir des antennes, par exemple, on va avoir des parafoudres qui vont se mettre même à l'extérieur pour éviter que et sinon, on va aussi mettre, par exemple, pour des antennes, on va mettre des éclateurs. C'est-à-dire que l'antenne elle va être reliée à la terre via le dispositif de fixation de l'antenne via un éclateur qui se mettra en route s'il y a un courant de foudre qui passe à travers le mât de l'antenne pour pouvoir être écoulé à la terre. Par contre, si jamais la foudre tombe à côté, pour pas qu'il y ait de retour, cet éclateur va venir isoler justement la partie antenne. L'interconnexion des masses métalliques, donc ça, ce qu'on a dit, mise en place de parafoudres, mise en place d'équipements tels que éclateurs antennes, détermination des dimensions de mailles d'une cage de Faraday, ça c'est très important parce qu'en fonction de ce que vous voulez faire, une cage avec des mailles très grandes, ça peut suffire pour le bâtiment, mais dans certains cas, il faudra déterminer peut-être des mailles plus petites en fonction du matériel à protéger à l'intérieur du bâtiment. Interconnexion des maths métalliques et des équipements à protéger, bien sûr, de tous les équipements. Quand on fait de la CEM, on a souvent besoin aussi de prise de terre inférieure à 1 ohm, dans certains cas, notamment pour des appareils. Alors, c'est pas tant pour la CEM, c'est plus pour des appareils spécifiques qui nécessitent une valeur de terre inférieure à 1 ohm pour être protégés. On fait aussi des réalisations des potentialités entre les différents réseaux de terre, donc terre électrique, terre foudre, interconnectés, ça c'est une obligation, et création d'un plan de terre, une interconnexion de masse. Un point aussi important, on peut très bien aussi être obligé d'interconnecter des éléments. On a eu le cas des aimants mobiles. On a eu le cas, par exemple, pour certains sites militaires où l'on était dans le cadre de la CEM et même les sièges, les sièges donc, métalliques qu'il y avait dans le bâtiment étaient mis à terre via des tresses. Donc, tout ce qui était métallique dans le bâtiment était relié via des tresses pour avoir une efficacité CEM très élevée. Dossier d'ouvrage d'exécution, donc ça, c'est quand on a fini donc, les travaux, on fait un DOE avec tous les éléments nécessaires pour déterminer ce qui a été mis en place, mis en œuvre, et poursuivre aussi donc, les travaux, notamment lorsqu'il y a des modifications et autres. Donc, je vais passer assez rapidement parce que je vois que le temps tourne. Donc, important, la mise en place de respect des normes en vigueur ne permet pas à ce jour de garantir une efficacité à 100% pour lutter contre l'impact de foudre. Donc, c'est important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on fait le maximum, mais on ne garantira jamais à 100%. Et c'est très difficile enfin, c'est pas difficile, c'est impossible de le faire. Tout simplement parce que la foudre reste un phénomène naturel. On va essayer de faire en sorte de protéger au mieux grâce aux études qui ont été faites et aux moyens mis en œuvre, mais ça ne garantit jamais à 100%.
Vérification maintenance, donc ce que je vous disais tout à l'heure pour la prévention, ce qui est important, c'est de faire des vérifications alors déjà de l'installation quand elle a été faite, une fois qu'elle a été faite, mais ensuite de pouvoir vérifier régulièrement l'installation. Donc là, vous voyez la périodicité qui est demandée, notamment à travers les normes Polyfoudre. Donc, de faire des vérifications visuelles et des vérifications après des mesures si nécessaire, avec des périodes plus ou moins longues. La maintenance, donc il faut s'assurer que donc, lors de ces vérifications que le matériel est toujours en état de marche et faire remplacer le matériel si nécessaire. Et puis en même temps, prévenir parce qu'il y a des équipements qui ont été ajoutés parce que souvent, on va faire une protection foudre. Et puis 2 ans après, sur place, on a besoin d'une antenne, donc on installe une antenne et puis on se pose pas la question de savoir s'il y a un paratonnerre et s'il y a peut-être besoin de rehausser le paratonnerre. Donc ça fait partie des éléments qu'on doit signaler à l'utilisateur parce qu'il y a une protection foudre, de signaler qu'il y a des modifications qui ont été apportées, qu'il va falloir modifier l'installation de protection foudre. La prévention, donc je vous parlais tout à l'heure du détecteur d'orage. Détecteur d'orage, on va avoir, en suivant la norme, on va avoir plusieurs types de détecteurs d'orage. Donc là, vous avez classe A, B, C, D en fonction du besoin. Bon, des fois, on n'a pas besoin de grand-chose, mais voilà. Donc là, vous avez les grandes familles de détecteurs, sachant que là-dedans, on parle du détecteur, du capteur. Il est clair qu'un système comme Météorage qui existe aujourd'hui, qui va vous donner une alerte via tout simplement des informations que vous allez recevoir par mail ou par message sur un téléphone, ça reste quand même au départ des capteurs. Ce sont des capteurs, mais qui sont montés en réseau et qui permettent de donner des informations plus ou moins précises sur le risque d'impact sur le site à protéger. Donc voilà, détection d'orage, ça permet de donner un délai, de se donner un délai pour anticiper la mise en œuvre des procédures de sécurité et de mettre les moyens de gestion fiable et économique pour anticiper, qui participent au principe de précaution. Quelques images d'une installation de détecteur d'orage. Voilà, alors là, je vous ai fait juste 2-3 slides sur un détecteur d'orage qu'on fabrique chez nous, qui permet en fait tout simplement, qui est un moulin à champ. Moulin à champ, c'est ce qui est basique en termes de détection d'orage, c'est-à-dire que ça permet de mesurer la valeur de champ électrostatique. Et le gros avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir voir la valeur du champ augmenter progressivement, si bien qu'on va voir le nuage arriver, enfin l'orage arriver. Mais de la même manière, on va pouvoir voir lorsqu'un orage se crée sur un site, c'est-à-dire qu'un orage, bon, ça a des nuages qui arrivent, mais ça peut être tout simplement au niveau de l'installation, l'orage qui se crée juste au-dessus. Donc, on va pouvoir justement être alerté en temps réel de l'information et en même temps renvoyer l'information soit sur un PC, soit via le réseau pour être managé par la suite. Voilà. Voilà, j'ai fini. Je sais que j'ai été un peu light parce que c'est vrai que il y a beaucoup de sujets, mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple au niveau, j'allais dire, de compréhension, même si je pense que vous avez tous des niveaux de connaissances assez élevés. Mais donc hop, je vais revenir sur le. Tac, arrêter. Voilà. Je reprends la parole quelques Oui, instants. je vous laisse reprendre la palais. Voilà. Voilà, déjà un grand merci Jean-Philippe. Après, maintenant, que chacun s'exprime en ouvrant son micro au fur et à mesure, sans problème. Et alors, chacun suivant les thèmes sur lesquels ils sont plus passionnés ou plus portés. Voilà. Le débat est ouvert. J'avais pas vu les questions sur le côté. Il y avait des questions qui sont affichées, mais je ne les voyais pas affichées. D'accord, conversation. Ben, déjà, moi, j'en posais une. Tout ce qui est parafoudre, éclateur, ne servent qu'une fois. On est bien d'accord.
Alors, oui et non. Quand ils ont amorcé, ou est-ce qu'il y en a qui sont… voilà. En fait, ça va dépendre tout simplement du courant qu'ils ont dû évacuer, mais tous les parafoods sont de toute façon équipés d'indicateurs qui font que suivant le courant qui a circulé, soit en effet il est à changer. Alors, ça ne veut pas dire que toute installation est hors service. Ça veut juste dire que l'appareil n'est plus protégé, l'installation n'est plus protégée et qu'il faut changer. Donc, beaucoup de parafood maintenant disposent de systèmes de télé, on va pas dire télésurveillance, mais en fait de télétransmission où on va transmettre l'information du parafood qui est hors service, qu'il faudra changer. Mais comme il est monté en parallèle, il n'empêche pas le fonctionnement des appareils. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont montés avec, la plupart du temps avec des disjoncteurs isoler le parafoot du circuit et pouvoir justement, au cas où il y aurait un dommage plus important, isoler complètement le système du circuit à protéger. Ensuite, certains parafoot sont équipés de systèmes cartouches, donc c'est les cartouches que l'on change. Mais ça, c'est valable pour les faibles, pour pour les parafoot de type 2 essentiellement. Parce que lorsqu'on a des coups de foudre importants avec des courants de foudre qui passent dans le circuit élevé, tout ce qui est contact a tendance à se souder, donc on ne peut pas, impossible de changer une cartouche. Donc la plupart du temps au départ, il y avait des type 1 qui avaient été faits, mais je crois que maintenant c'est fini, c'est plus que les type 2 qui sont en cartouche à remplacer. Mais à partir du moment où un parafoudre est hors service, oui, il faut le remplacer. Il faut savoir aussi que le parafoudre peut protéger aussi des surtensions qui sont dues dans le système, notamment une surtension due au réseau. Ça peut aider à protéger aussi les appareils. Je t'ai lancé également une question, si ça fait démarrer le débat, c'est à quel moment tu préconises une réflexion, une étude dont la réponse est une cage de Faraday? Alors, ça va dépendre du besoin en fait du client. C'est déjà, ça va être dans la demande du client. Je m'explique. On va l'avoir, par exemple, lorsque vous êtes dans l'industrie chimique, pétrochimique, la plupart du temps, c'est des structures métalliques. Donc déjà, tout ce qui est autour, beaucoup d'installations sont entourées d'IPN, etc. Donc, sont déjà pratiquement protégées naturellement. On va juste rajouter quelques points d'impact. Pour les cages, ça va être plus sur des bâtiments, on va dire, assez larges, où on va commencer à avoir un nombre de paratonnerres important. Donc, dans ce cas-là, il y aura de toute façon plusieurs descentes. On peut préconiser plutôt une cage. Quand je dis préconiser, c'est-à-dire qu'en fonction du coût, on va peut-être regarder les deux. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Mais la plupart du temps, de toute façon, en règle générale, la cage est toujours plus chère. Donc, quand on va faire des cages, c'est que vraiment, il y a un besoin et c'est un besoin qui a été spécifié dès le départ par le client parce que le bâtiment, comme je vous disais tout à l'heure, un data center, par exemple, a besoin d'être protégé et d'être immunisé des courants de foudre. Là-dessus, il faut se référer à la norme pour déterminer justement la taille de la maille, déjà, en fonction du niveau de protection, mais pas que. Donc ça, c'est le niveau de protection. Et après, il y a tout ce qui est CEM, où là, ça peut être une étude CEM qui peut être faite par un autre cabinet qui va dire, moi, pour ce tel type d'application, il faudra faire une cage avec telle dimension de maille. Ça nous est arrivé, par exemple, justement pour les militaires, c'était des sites c'était pour des ambassades. Donc, ils avaient besoin d'être protégés contre justement le risque de perturbation et notamment d'espionnage. Donc, dans ce cas-là, ils ont voulu un système de cage particulier et c'est eux qui nous ont donné le design. Merci. Je t'en pose une autre liée aux assureurs. Est-ce que c'est des fois les assureurs qui imposent ou qui vous consultent pour donner notamment les décennales au niveau des industriels, de dire, voilà, dites-nous quelle préconisation vous imposez pour la protection du site?
Alors, on a rarement le cas d'assurance qui le demande. Mais par contre, toute industrie qui produit doit respecter des normes de sécurité environnementale. Donc, dans ce cadre-là, elles ont, dans certains cas, obligation de se protéger contre la foudre. Et en ayant obligation de se protéger contre la foudre, si elles ne le font pas, si un jour il y avait des dégâts qui ne sont pas en règle, l'assurance ne prendra pas en charge les dégâts. Donc, cette obligation, elle est réglementée à partir du moment où on est sur des risques industriels importants. Clairement, il n'y a aucun industriel qui va s'amuser à faire n'importe quoi. Par contre, pour des machines, lorsque c'est, je sais que j'ai eu le cas avec une usine qui avait des machines-outils et qui avait déjà eu des problèmes de machines hors service. En fait, ce n'est pas tant l'assurance, parce que souvent la machine, c'est peut-être juste l'alimentation qu'il faut changer, ça ne coûte pas très cher. Ce n'est pas tant un problème d'assurance. C'est un problème plus pour l'industriel d'un arrêt de production. Il se retrouve à l'arrêt. Donc là, c'est une perte financière très importante. Dans ce cadre-là, ce n'est même pas l'assurance qui va entrer en jeu, c'est vraiment le risque à un moment donné pour l'industriel de se dire l'usine est arrêtée et avant de recevoir la pièce pour pouvoir réparer ma machine, j'ai une semaine de délai, je ne peux plus produire, donc j'ai une… C'est la notion de perte d'exploitation finalement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Moi, j'ai une question sur les IGH, pardon, les immeubles de grande hauteur. Oui. La réglementation existe pour les IGH actuels, nouvellement construits. Je voudrais savoir si elle est différente pour les IGH qui ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Et je parle des IGH A de logements, d'appartements. Alors, actuellement, on intervient régulièrement sur des bâtiments anciens pour faire des protections de foudre, donc notamment pour des copropriétés sur des bâtiments de grande hauteur. J'allais dire, c'est… alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je ne voudrais pas vous dire qu'il y a une obligation pour ces bâtiments-là de se protéger. L'obligation est liée que si le bâtiment reçoit du public. Ça, oui. S'il reçoit du public, le bâtiment doit être protégé. Pour des propriétaires, ça reste de la maison individuelle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans le cas du risque à un moment donné individuel sur le bâtiment. Mais c'est vrai que de plus en plus, on est consulté pour ça. Oui, je vous écoute. On est de plus en plus consulté pour ce type de bâtiment, sachant que ça a toujours un coût et qu'on sait très bien que pour des copropriétés, le coût peut être très élevé suivant ce qu'il y a à faire. Et donc, ils le font quand vraiment, soit ils ont eu déjà des problèmes, ils ont eu un impact de foudre qui a, je sais pas, endommagé le moteur de l'ascenseur, par exemple, ou d'autres dégâts. Mais à ma connaissance, mais je vérifierai quand même, à ma connaissance, ce n'est pas obligé pour les habitations. Et même pour les IGH recevant du public, vous pensez qu'il y a obligation? Je vérifierai. Recevant du public, oui, il y a une obligation. Oui, à partir du moment où vous recevez du public. En IGH, parce que dans les autres, la seule obligation, c'était sur les lieux de culte, si je me souviens bien de la réglementation. Oui. En IGH, je ne sais plus. Si. En fait, il y a aussi les bâtiments recevant du public. Après, c'est particulier. Par exemple, des hôtels. Un hôtel, on a, à ma connaissance, il y a, comment dire, là, il faudrait que je vérifie quand même. Là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il faut que je vérifie. Mais je sais que, par exemple, la norme impose maintenant de protéger tous les hôtels dans les régions montagneuses. Les stations de ski ils doivent protéger les hôtels doivent se protéger parce que le risque est important et qu'en même temps, ils reçoivent des clients. Merci. Je vérifierai ça. Moi, j'avais posé une question par écrit, mais Alain, tu ne l'as pas vu. Je me demandais si un paratonnerre n'a pas tendance
à attirer la foudre, justement. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser la foudre tomber chez le voisin plutôt que chez soi, surtout si le paratonnerre a été mal entretenu et que les descentes sont défectueuses? Alors, mon point de vue, je vous donne mon point de vue. Oui, Chez moi, je n'ai pas de paratonnerre. oui, Bon, par contre, je suis entouré de forêts. Donc, c'est vrai que peut-être un jour, ça arrivera. Je préfère déjà protéger la partie parafoudre. J'ai mis des parafoudres, là oui, parce que j'allais dire, ce qui est important, c'est surtout de protéger le circuit. Le jour où il y a un impact de foudre, bon, s'il y a un paratonnerre, alors je ne vais pas vous dire que le paratonnerre va attirer la foudre. En fait, il n'attire pas la foudre. Mais s'il y a un risque important, en effet, à un moment donné, ça va être un point privilégié. Dans un lotissement, par exemple, c'est sûr que si vous mettez la pointe sur votre bâtiment et qu'autour les maisons n'ont pas de pointe et que vous êtes le point le plus haut, il y a de la chance qu'elles viennent chez vous. ouais. C'est peut-être pas ce que vous voulez. De notre côté, là, il y a 2 ans, je vois chez un des voisins, il y a la foudre qui est tombée sur un arbre. Il y a un arbre qui était dans la rue, hein, un arbre assez élevé. Et il y a eu plusieurs branches d'éclairs, plusieurs branches qui sont parties dans plusieurs maisons et qui ont eu des dégâts importants. Donc, soit la maison du voisin, il y a le mur, il s'est retrouvé avec un parpaing dans le canapé. Et puis, les autres maisons à proximité ont vu certains appareils électroménagers mis hors service, sachant que la foudre. Donc, je vous dirais que pour moi, la foudre, de toute façon, mettre un paratonnerre sur une maison, ça vaut le coup quand la maison, est isolée, quand elle est sur un point le plus élevé, où là, il y a un risque important, ça peut valoir le coup. Après, on a travaillé justement avec le Gimelec, on a édité un guide, pour les particuliers justement, afin de pouvoir leur donner des solutions, de préconiser des solutions les moins coûteuses possibles, pour qu'ils puissent se protéger, notamment avec des pointes ou des PDA et avec une de descente en fonction de ce qu'il y a à faire, mais pour une protection minimale sans que ça coûte trop cher. Mais la réponse est simple, hein, c'est pour moi le paratonnerre ne va pas attirer la foudre. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour proposer un point d'écoulement le plus préférentiel. Je dis bien préférentiel parce que tout simplement, la foudre est un phénomène naturel et que je ne me permettrai pas de dire qu'à 100%, votre truc il va être protégé. Ou rassurez-vous, vous ne risquez rien. Moi, j'ai une question que j'ai écrite là, mais bon, apparemment, ils ne sont pas lus. Je les vois écrites. C'est compte tenu des prises de terre qui sont interconnectées, du maillage des installations nécessaires du début potentiel, qu'en est-il des risques de remontée de potentiel du fait qu'on a des prises de terre qui sont résistives quand même, et qui sont résistantes? Alors justement, déjà, le réseau de terre est important. Il faut vraiment avoir un réseau de terre le plus faible possible, une valeur de terre le plus faible possible, pour que le courant de foudre s'évacue le mieux possible. Nous, aujourd'hui, dans certains cas, on va même travailler en forage. On va faire des forages pour des prises de terre pour faire en sorte que non seulement la résistance de terre soit la plus faible possible, dans certains cas inférieure à 10 ohms, pour arriver à des valeurs qui s'approchent des 1 ohm. Pour arriver à ça, on est obligé de passer en forage, essentiellement, surtout quand on n'a pas beaucoup de place. Mais en même temps, le forage, ça permet d'évacuer les courants de foudre plus facilement parce que la résistance va être moindre et surtout, on va avoir un diamètre d'écoulement plus important, un diamètre de contact avec le sol plus important, une surface de contact plus importante pour éviter justement les remontées de potentiel. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surtension et que le courant de foudre s'évacue le plus simplement possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà, premièrement, s'assurer qu'il y ait suffisamment de prises de terre réalisées suivant l'installation, qu'elles soient bien toutes interconnectées avec le plan de masse ou avec la terre électrique,
pour éviter les amorçages. Et dans certains cas, quand on veut éviter aussi les remontées, on pourra mettre des selfs de terre, ce qu'on appelle des selfs de terre, c'est-à-dire des selfs qui vont venir en fait tout simplement freiner le courant de foudre qui pourrait remonter au niveau de la barrette de terre. Donc là-dessus, je vous dirais que le risque en effet principal lorsqu'on a une installation, c'est qu'on a une remontée de potentiel. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vraiment avoir des prises de terre de bonne qualité. Donc, on est déjà intervenu. Nous, on a eu le cas parce que chez EDF, par exemple, ils avaient un poste électrique qui se mettait régulièrement en sécurité parce que le sol était très mauvais et ils avaient du mal à avoir des bonnes terres. Donc, on est intervenu en forage. On rajoute des produits aussi, des améliorateurs de terre pour pouvoir justement faire baisser cette valeur de terre. Alors, faire baisser la valeur de terre, c'est une chose, mais encore une fois, le but, c'est que l'écoulement se fasse le mieux possible. Donc, les produits que l'on met, c'est des produits qui permettent l'échange de charges électriques avec le sol. Donc, qui va pénétrer dans le sol pour que les charges électriques, lorsqu'il y a un courant de foudre qui va passer, puissent s'évacuer le plus simplement possible. Parce qu'aujourd'hui… ouais. Allez-y. Vas-y. Je vous pose la question parce que dans un autre domaine technique, on utilise ce que l'on appelle des cellules de polarisation, c'est-à-dire des diodes électrochimiques qui permettent d'assurer l'écoulement du courant dans un seul sens, c'est-à-dire d'éviter les remontées de potentiel sur les organes que l'on juge sensibles. Alors, ça peut venir en complément, oui. La question, c'est est-ce que vous les utilisez? Alors, non, nous, aujourd'hui, on utilise essentiellement des éclateurs pour justement l'interconnexion, mais pas vraiment pour ça n'a rien à voir avec l'écoulement. Plutôt des selfs de terre, mais pas des diodes. Après, je suis prêt à regarder. Hein, c'est vrai que je pense qu'il doit exister des systèmes plus ou moins… comment dire différents. Allez, il va savoir de quoi je parle. Mais justement, je regarderai ça parce que je ne vois pas ce que c'est. Je sais que dans les systèmes de prise de terre cathodique, on va utiliser ça. C'est pour ça que je vous en parle. C'est ça, Louis est dans ce monde-là, oui. Voilà, c'est pour les prises de terre cathodique. Dans ce cas-là, en fait, c'est plus pour donner un sens aux charges et ne pas avoir une inversion de courant et un risque de dégradation. On t'a perdu. Oui, oui, donc je lis, il y a une question de M. Camusa, c'est quel est le risque foudre pour des engins mobiles sur pneus avec des opérateurs à proximité? Alors, sur pneus, j'allais dire à partir du moment où l'engin, lui, est isolé du sol, je ne sais pas ce qu'on appelle engin. Si c'est une grue, par exemple, je dirais que la grue, il faudrait qu'elle soit au moins mise à la terre via une tresse. Ça se fait pour des ponts roulants, ça se fait pour des grues, souvent des grues statiques, qui elles sont reliées à la terre. Qu'est-ce que vous appelez les équipements de roulants? Sur pneus. Monsieur Camusa, peut-être? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, non, effectivement, je pense à, par exemple, un élévateur à bateau à sangle. Donc, c'est une structure métallique sur pneus. Voilà. Donc là, le risque, alors clairement, aujourd'hui, il y a des activités qui ne doivent pas se réaliser lorsqu'il y a un partant d'orage. Maintenant, on sait très bien que sur les ports, par exemple, quand ils vont décharger les bateaux, c'est pas parce qu'il y a de l'orage qu'ils vont arrêter. La grue, elle va continuer à décharger. Je suppose. Tout à fait, oui. Et donc, du coup, ces grues sont reliées à la terre. Pour des engins qui sont sur pneus, il n'y a rien de prévu. La personne qui est à l'intérieur est protégée, puisque de toute façon, elle est isolée du sol. Par contre, le personnel qui est autour, de toute façon, le personnel qui est à l'extérieur, à partir du moment où il y a de l'orage, il y a toujours un risque pour la personne d'être foudroyée. Mais le risque, il n'est pas plus important. J'allais dire, il va être moins important dans l'engin, qui lui va être sur pneu, donc va être isolé du sol, et la personne qui est à l'intérieur est dans une cage de Faraday. D'accord, oui. Je
Je t'avais posé une question concernant comment vous arrivez à répondre, alors peut-être avec des équipements particuliers, mais quand on se trouve sur des bâtiments style bâtiment de France classés, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'imagine qu'on n'autorise pas de mettre des pointes Franklin ou des choses comme ça. Alors, si, on installe des paratonnerres ou des pointes. En fait, généralement, on répond à des cahiers des charges quand c'est comme ça, un appel d'offres, un cahier des charges. Et ensuite, en fait, en fonction du bâtiment, on va travailler avec l'architecte des bâtiments de France à qui on va présenter le dossier en disant bon, voilà ce qu'on propose, les éléments, etc. Où on va faire passer les conducteurs et lui nous dira si ça lui convient ou pas. En fonction, en disant bah non, là ça ne me plaît pas, ça ne va pas être joli ou il faudrait essayer de trouver une solution. Donc, il nous est arrivé par exemple, d'utiliser du cuivre rouge parce qu'en fait, il voulait absolument que la descente à la fin soit couleur verte, comme c'est un bâtiment ancien, il faut que ça ressemble, ça fasse ancien. Donc, le cuivre rouge va s'oxyder et va devenir vert dans le temps. Donc, en règle générale, c'est des descentes sous feuillard ou des choses comme ça? Alors, on fait de tout. En fait, on peut intervenir en descente en rond, par exemple, parce que le rond va être moins visible dans certains cas. Donc, à ce moment-là, il vaudra quelque chose qui soit moins visible. On va pouvoir intervenir avec du plat, mais qui va être passer à des endroits plus ou moins cachés, qui soient le moins visible possible. Mais de toute façon, c'est sûr que sur les bâtiments de France, enfin sur les musées, les bâtiments historiques, et même maintenant, j'allais dire, sur des bâtiments industriels, et quand il y a un architecte, l'architecte est là pour dire non, mais ça je veux pas. Là, je sais que j'ai par exemple, j'ai un problème actuellement, enfin j'ai un problème. Pour l'instant, on n'a pas encore de problème, mais on a installé un partenaire sur une église. J'ai envoyé un photomontage pour montrer ce que ça allait donner parce que justement, l'architecte ne voyait pas. Bon, on n'a pas eu de retour, on a fait l'installation, l'architecte était voir. Ah oui, mais ça ne fait pas très joli. Ah oui, mais ça ne fait pas très joli, mais. Ah, le micro est coupé là. Ton micro est coupé. Donc, on est obligé. Y a-t-il encore des questions? Merci. On arrive autour de 16 h. Y a-t-il encore des questions? Alors, j'avais vu une question sur les parafoudres. Non, ça c'était fait. Bon. Est-ce qu'on clôt le débat? Si personne n'intervient, on clôt le débat? Oui. Donc, je remercie en premier lieu Monsieur Morcia pour son animation. En deuxième lieu, Valérie, ça a été nickel chrome pour mettre tout ça en œuvre. Chacun était… Et puis après, je laisse à l'appréciation de chacun l'intérêt que vous avez trouvé, ce qui n'empêche pas par la suite de pouvoir poser des questions complémentaires, soit directement à Monsieur Morcia, soit à moi-même, et on y répondra en décalé sans aucun problème. Voilà, merci à tous. Merci aussi. Je vous fais passer la présentation en PDF, puis mes coordonnées, si jamais certaines personnes veulent plus d'informations. J'essaie de vous faire une petite liste d'adresses Internet sur des sites ou sur des documents intéressants à lire, je pense. Voilà.